Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là et bienvenue dans ce magnifique auditorium. Nous sommes heureux de vous recevoir si nombreux au CNRS pour le colloque annuel de l'ANRT sur la recherche partenariale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Violette Nemessani. Je suis chargée au sein de l'ANRT d'organiser, avec l'aide de mes collègues et du comité scientifique, ce colloque qui nous offre l'occasion d'échanger sur un thème qui nous est cher à l'ANRT. Il s'agit de la recherche partenariale au service de la performance sportive. Plus précisément, avec l'aide des différents experts réunis ici, nous chercherons à mieux comprendre comment se construisent les relations entre la recherche publique et le monde socio-économique ainsi que les acteurs du monde sportif. À la fin de cette journée, nous espérons vous donner envie de vous lancer vous aussi dans l'aventure de la recherche partenariale. Sans plus attendre, pour introduire cet après-midi qui s'annonce riche et passionnante, j'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, et à Madame Clarisse Angelier, déléguée générale de l'ANRT. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un sujet qui est tout à fait passionnant. Et ça fait partie des sujets, je sais, je le dis à chaque fois, mais je me répète, où ça permet de concilier le travail et la passion. Le sport, c'est mon truc. Ma page de garde, c'est l'équipe. Enfin bref, je suis un inconditionnel de sport, donc c'est pas si souvent qu'on arrive à concilier son métier et sa passion, même si nos métiers de chercheurs sont des passions aussi. Donc le CNRS, vous connaissez tous le CNRS, si vous ne seriez pas là. Qu'est-ce qu'on fait au CNRS? On sait faire une seule chose, c'est de la recherche fondamentale. Donc il y a un certain nombre d'entre vous qui se disent, bon ben alors c'est fini, ils font de la recherche fondamentale, nous la recherche fondamentale, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la recherche appliquée, donc il n'y a rien à voir. Alors pourquoi on ne fait pas de recherche appliquée? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la recherche appliquée. Par contre, ce qu'on essaye, c'est d'appliquer nos résultats de recherche fondamentale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et comment on le fait? On le fait, par exemple, en créant des startups. On crée chaque année une centaine de startups avec nos partenaires universitaires, bien sûr. Et j'en profite pour saluer Yannick, qui est là au titre de toi-même, mais qui représente aussi toutes les universités françaises, bien sûr. Donc, on le fait avec nos partenaires. Donc, on crée une centaine de startups par an et on est même rentré au CAC 40 il y a un an et demi. Et là, elle marche toujours. Quelle est la boîte qui est rentrée au CAC 40 il y a un an et demi et qui venait du CNRS? C'est une boîte qui s'appelle Eurofin Scientifique et qui est vraiment rentrée au CAC 40. Alors, toutes les startups qui viennent du CNRS ne rentrent pas au CAC 40 parce qu'il y a 40 places, donc on ne pouvait pas. Mais on a aussi plein de laboratoires communs avec des industriels. Aujourd'hui, on a 250 laboratoires communs avec des industriels dans lesquels on fait encore de la recherche fondamentale, mais on fait de la recherche fondamentale sur des sujets qui ont été définis avec ces partenaires industriels. Et au fond, la problématique qu'on a de lien entre la recherche fondamentale et le sport, en général, est un peu de même nature. Je veux dire par là que, vous le savez très bien, il y a un certain nombre de fédérations sportives qui disent qu'ils sont gentils au CNRS ou ils sont gentils dans la recherche fondamentale, mais ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas notre truc. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner des médailles la prochaine fois. Alors c'est vrai que si vous venez nous voir pour nous demander comment on gagne des médailles aux Jeux Olympiques de 2024, là, ce n'est pas les bonnes constantes de temps pour nous. Par contre, si on s'intéresse ensemble à 2028, 2032 ou après, là, je crois qu'il y a des vraies interactions. On bosse beaucoup avec l'INSEP et je salue Jean-François Robin qui est là. On a fait un colloque à l'INSEP il y a quelques mois, n'est-ce pas, autour du PPR Sport. Donc le PPR Sport, c'est le Programme prioritaire de recherche sur le sport. C'est un PPR qui avait été construit en grande partie grâce au travail qu'on a fait dans le GDR Sport. Et je salue Vincent Nougier qui joue un rôle absolument essentiel dans tout ça. Merci à Vincent et je sais que c'est un travail collectif et donc à travers toi, je remercie l'ensemble des acteurs. Et je pense que la vraie question, c'est comment on comprend ce que les uns peuvent attendre des autres. C'est-à-dire qu'on a le même sujet, encore une fois, avec les industriels, où pendant longtemps, on s'est regardé un peu en chien de faïence, chacun finalement ne comprenant pas très bien ce qu'il pouvait attendre, les chercheurs venant en disant voilà ce qu'on a fait dans nos labos et ça va vous intéresser. Les industriels nous disaient vous êtes gentils mais non, ça ne nous intéresse pas. Et inversement, les industriels venaient nous voir parfois en essayant de régler des problèmes à 6 mois, et mais nous 6 mois, ce n'est pas nos constantes de temps. Et donc il faut vraiment trouver construire cette confiance, construire ces relations, mais quand ça marche, c'est formidable.
Et c'est comme ça que, encore une fois, le CNRS, qui est, je le dis, quelque chose, un endroit où on fait de la recherche fondamentale, on a ces liens avec le secteur industriel. Et au fond, avec le secteur sportif, c'est un peu la même chose. On a des success stories. Or, on a travaillé avec la Fédération française de natation, avec des analyses du départ, c'est Maxime Grousset qui a travaillé, enfin pas moi, hein, mais moi je travaille plus, mais on a travaillé sur l'analyse d'images. On a travaillé avec la Fédération française de cyclisme, et maintenant tous les cyclistes sur piste ont un pédalier qui permet d'enregistrer des données de façon extrêmement précise. Et donc tout ça on l'a fait parce qu'on a su mettre ensemble les attentes des fédérations sportives et nos compétences. Mais ça demande du temps pour se comprendre, et je crois qu'un colloque comme celui-là, il est essentiel, parce que ça permet de réunir un peu tous les acteurs de nature différente. Et encore une fois, peut-être il y a des fédérations avec lesquelles on n'a rien à se dire, je ne crois pas, mais je pense que c'est vraiment important qu'on prenne le temps de se comprendre, parce qu'au fond, la recherche fondamentale, on peut la convoquer d'une certaine façon dans plein de domaines. Bien sûr, là j'ai parlé plutôt de matériaux, mais il y a aussi toute la dimension psychologique de la performance, tout ce qui est neurosciences. Et là, il y a plein de trucs à faire, je pense qu'on le sait tous. Il y a aussi des modèles mathématiques, n'est-ce pas Amandine, qu'il faut réussir encore à vendre, entre guillemets. Je crois qu'il y a plein de choses à faire ensemble et qu'on a déjà des success stories, mais on doit pouvoir aller plus loin, encore une fois, en s'inscrivant dans le moyen-long terme. Et on n'y arrivera que si on se met tous ensemble, autour d'une même table ou d'un même amphi, pour apprendre, encore une fois, j'insiste, à apprendre à se connaître, à être capable de parler le même langage. Ça, c'est un vrai sujet. Quand on va voir les industriels, je reprends toujours cet exemple parce que je pense qu'il est emblématique. Il ne faut pas négliger le temps nécessaire pour que l'industriel et le chercheur se comprennent. Et on peut dire que c'est une perte de temps, oui, mais en fait, c'est un investissement. Et je crois que dans la discussion qu'on doit avoir entre les industriels, les fédérations sportives, les entraîneurs, les chercheurs, les chercheuses, il y a besoin de ce temps de compréhension, d'identification des problèmes des gens. Mais une fois qu'on y arrive, je trouve ça assez fabuleux. Donc, je vous souhaite un très bon colloque. Merci à la NRT d'organiser ces colloques. Merci d'avoir choisi le CNRS. Clarisse, tu sais que vous êtes toujours les bienvenus. C'est un plaisir de travailler avec vous. Et je vous souhaite un super colloque, un super après-midi. Je vais écouter Clarisse, après je me sauve parce que je dois aller au conseil d'administration de l'ANR. Vous avez peut-être vu qu'en ce moment, il y a quelques coupes budgétaires, n'est-ce pas, et qui font que nous ne sommes pas toujours complètement rassurés. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on propose des beaux projets. Alors, moi qui suis de formation mathématique, j'ai le regret de vous dire qu'avoir des beaux projets n'est pas une condition suffisante pour avoir de l'argent, mais c'est très certainement une condition nécessaire. Merci beaucoup Antoine. Donc en contrepoint, merci infiniment de nous accueillir régulièrement, que ce soit pour nos colloques, nos cocktails. Et pour nous, c'est aussi non seulement un plaisir, mais un honneur d'être dans ce lieu, ce premier lieu européen de la recherche en fait, puisque vous êtes au moins européen, peut-être sur certaines choses mondiales, mais à minima européen. Donc on est très fiers et ça honore effectivement la recherche partenariale, comme tu l'as bien décrit. Je veux remercier aussi les intervenants qui nous font l'honneur, le plaisir, qui accompagnent ces propos. Et la NRT est là pour vous, pour travailler pour vous, à développer vos partenariats. Remercier Violette, que je nomme ma magicienne, qui fait des choses absolument merveilleuses à la NRT, et Leïla aussi, pour tout ce qu'on déploie en matière de communication. Et enfin, vous remercier de votre présence, puisque c'est un moment uniquement en présentiel, et il y a quand même beaucoup de monde, donc il n'y a pas que le virtuel. Alors, je ne vais pas être très longue. Je vais rappeler que ce travail que nous faisons, il a pris sa source, et c'est pour ça que je disais en contrepoint, parce que ça a pris, tu en as parlé, sa source quand Madame Frédérique Vidal, anciennement ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, et Madame Mariana Mariorescu, qui était la ministre du Sport et de l'Éducation et de la Jeunesse, enfin de la jeunesse, ont souhaité mettre ce fameux PEPR, 20 millions sur la table, pour faire progresser nos sportifs de haut niveau. Et j'ai compris, mais Jean-François, tu pourras me corriger si je dis des bêtises, mais j'ai compris qu'en fait, on s'était rendu compte que les bons résultats des JO 2012 à Londres étaient portés par plus de sciences dans l'approche, plus de sciences fondamentales au service des développements concrets, industriels ou autres, plus de sciences, une meilleure compréhension de la manière dont le corps se comporte, dont la manière dont les outils qui accompagnent le corps dans l'effort, la compréhension du progrès et du matériel associé, avaient été un impact
pas nul du tout, même pertinent, important, probant, dans le cadre des Jeux 2012. Et donc, assez rapidement, la Maison France s'est dit, ça serait pas mal de faire pareil. Et c'est pour ça qu'en 2020, avec des espoirs d'impact en 2024, mais comme tu l'as dit, en 2028, sur nos capacités sportives. Alors, c'est évidemment, c'était très important pour l'NRT d'être impliqué. Et dès 2020, on a impliqué nos docteurs en chiffres, on a impliqué le monde académique, mais surtout le monde des entreprises, le secteur socio-économique qu'on représente beaucoup. Et ça a donné lieu à un certain nombre de choses, et notamment des chiffres dont je vais vous parler tout de suite après. Mais j'avais envie de donner une autre marque, c'est l'importance de la compréhension et de la performance de haut niveau sur le sport amateur. Parce que cette ambition de comprendre comment fonctionne la performance sportive de nos athlètes, c'est aussi un moyen de comprendre comment développer le sport pour les amateurs, comment accompagner l'évolution de la santé de nos concitoyens par le sport, mais aussi éviter de l'abîmer, le faire dans des bonnes conditions et donner des outils à tous les acteurs, c'est-à-dire la personne elle-même, mais toutes les infrastructures, la promotion, la publicité, enfin cette dynamique nationale autour d'une France sportive, quel que soit l'âge, le milieu, le type de sport. Donc en fait, en mettant très haut les ambitions sportives dans un cadre international très compétitif que sont les Jeux Olympiques, l'État et nous tous voulons aussi faire que ça ait une incidence sur le monde de l'amateur et ce sport que nous pratiquons. Alors, toi, beaucoup, si j'ai bien compris. Je ne sais pas, c'est quoi ton sport? Je vais être très indiscrète, mais là, tu nous en as parlé. Alors, tu m'as donné envie de savoir. Alors, la question, il n'y a qu'un seul vrai sport, de toute façon. Si on est sérieux, c'est le rugby. C'est la recherche. Mais non, c'est le rugby, Clarisse, enfin. Après, à mon âge, on pratique plus beaucoup. Hein. Alors, merci. Voilà, ça marche, merveilleux. Mon équipe a souhaité que je vous fasse un petit point des chiffres dans le domaine service, il n'y a que 3 slides, ça ne va pas être long, pour manifester qu'effectivement, à la suite de ce PEPR, eh bien, il y a eu une plus grande demande de chiffres et on a un pic à 50 dès 2020 qui s'est maintenu en 2022 et 2023 est une année de toute façon pour le dispositif chiffres que je qualifie d'un peu marginal parce qu'on est on est post-Covid, on est entré installation de la guerre en Ukraine, problème énergétique, donc changement des comportements d'emploi, donc c'est pas une année caractéristique. Donc celle-là, faut la prendre avec circonspection. Mais en tous les cas, des progrès dans les dépôts et mon équipe, alors je leur dis oui, mais alors vous voyez, ils en demandent 50, on leur en donne 30, ça fait pas une super publicité devant 150 personnes que vous êtes ou 100. Mais ils me disent, mais surtout vous leur dites, donc je le fais, qu'ils ont progressé et qu'on voit que les acceptations par rapport aux dépôts augmentent. En tous les cas, ça dit qu'effectivement, parce que là, on a 100 chiffres en sport en ce moment, donc ça dit qu'effectivement, la recherche fondamentale au service du milieu privé existe et se développe et je vous invite à faire évidemment des chiffres. Alors quand on regarde les chiffres en sport, on voit que sont convoquées les mathématiques, on n'est pas surpris, la biologie, médecine, santé, c'est une évidence, les sciences humaines, beaucoup, alors il peut y avoir sûrement de l'accompagnement, du management, etc., les sciences de la société, les sciences pour l'ingénieur, évidemment là aussi, et les sciences pour l'informatique. Voilà. Alors, la catégorie des employeurs, c'est tout le monde, mais on peut souligner des clubs sportifs, des entreprises évidemment, mais des fédérations, des associations, des établissements publics, des collectivités, des fondations. Et pour finir, eh bien, on est évidemment en partenariat avec le Comité national olympique et sportif français, avec l'INSEP représenté ici, et on va traiter de sujets d'ingénierie avec des bureaux de R&D, technique, informatique, avec des syndicats, avec des salles de sport, avec des éditeurs, des avocats et des médecins. Voilà, j'en ai fini. Je suis gourmande de vous écouter et je vous remercie encore de votre présence. Et merci encore, Antoine. Un grand merci, cher Monsieur Petit, chère Clarisse, d'avoir permis de faire exister ce colloque. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Jean-Christophe Villain pour son aide précieuse, son professionnalisme et son soutien. Je remercie également tous les membres du comité scientifique avec lesquels nous avons la chance de travailler. Ce colloque n'aurait pas pu voir le jour sans eux. Bien sûr, je remercie, comme Clarisse l'a fait, tous les intervenants qui ont accepté notre invitation.
Et merci aussi à Gerson Bettencourt qui nous a permis de projeter ces magnifiques photographies et à Amandine Aftaillon pour sa remarquable exposition intitulée « Pourquoi on est penché dans les virages ». Vous pourrez admirer cette exposition dans la galerie qui est juste en face, mais Gerson et Amandine viendront vous en dire plus tout à l'heure. Enfin, merci à vous tous d'être là et d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Alors, le premier temps de notre colloque est une keynote qui propose de croiser le regard d'un grand groupe et d'un laboratoire de recherche d'une université. Ils sont représentés par Niels Gegen, chef de projet recherche et développement chez Decathlon Sport Labs, et Guillaume Raot, professeur à l'Institut des sciences du mouvement d'Aix-Marseille Université, qui est affilié à l'Institut Carnot Star. Ensemble, ils contribuent au développement et à la mise sur le marché d'innovation qui améliore la performance des sportifs. Leur expérience est précieuse puisqu'ils vivent au quotidien les partenariats entre la recherche académique et le monde de l'entreprise. Ils en connaissent les enjeux, les difficultés et les solutions pour les surmonter. C'est donc avec un grand plaisir que j'invite Niels Gegen et Guillaume Raot à venir me rejoindre. Ergonomie pour poser le rideau. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la NRT, Madame Violette, Madame Clarisse, Monsieur Ken aussi, au comité de pilotage, de nous avoir invités à ce colloque et nous permettre de présenter Decathlon et puis nos actions en matière de recherche partenariale au service de toutes les performances sportives, que ce soit le débutant, le régulier ou le performeur. Je vais vous présenter le point de vue de l'entreprise, donc point de vue Decathlon, et vous verrez avec la présentation de Guillaume les résultats que ça a pu générer du côté scientifique. Normalement, il y a une continuité. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Monsieur Petit, où vous retrouvez normalement des éléments de langage similaires. Et c'est super d'avoir le même type de constat. Alors, même si vous connaissez Decathlon, je suppose, je vais prendre quelques instants pour vous présenter le groupe et comment il a évolué, quelques chiffres. Alors, au niveau... d'abord, on a un nouveau sens, qui est Move People Through the Wonders of Sport. Alors ça sonne mieux en anglais, je vais le garder en anglais. Et il a été présenté il y a 2 jours par notre présidente, notre PDG. Et donc je vais vous en parler aussi après dans la présentation. Et puis, alors là, au niveau, les chiffres aussi... au niveau des chiffres, donc on est plus de 100 000 collaborateurs, 100 nationalités représentées, dans 72 pays, avec plus de 1700 magasins. On est assez fiers de ça, parce qu'on est devenu mondial dans les 5-10 dernières années, vraiment mondial. Et puis en termes de force de frappe, en termes d'ingénierie, on a 850 ingénieurs, dont 300 designers, pour réaliser l'ensemble de nos produits dans 80 sports. En ce qui concerne la R&D, on a une trentaine de la R&D corps au sport, parce qu'il n'y a pas que la R&D au corps au sport. Chez Decathlon, il y a beaucoup de départements qui font de la R&D, mais là, je mets le point sur la partie Decathlon Sports Lab, où on a une trentaine de thèmes de recherche qui lient l'interaction du corps avec le produit. Et puis, le petit chiffre, on arrive à faire une vingtaine de brevets par an, et c'est du boulot. Alors, même si on est une entreprise plutôt florissante, nous sommes aussi en constante évolution. Pour nous adapter au monde, un monde qui évolue, et pour ça, notre constat, c'est qu'on est une marque qui réalise des produits innovants, et notre ambition, c'est de passer à une marque innovante. Alors, quand on fait ce constat, nous, on se pose 3 types de questions. De quoi le monde a-t-il plus besoin? En quoi sommes-nous les plus qualifiés? Et qu'est-ce qui est humainement faisable?
Et nous pensons que notre entreprise, à travers son sens, Move People Through the Wonders of Sport, a un rôle à jouer et peut contribuer à un monde meilleur. Alors, je vais reprendre quelques chiffres qui, au niveau mondial, on sait qu'une grande partie, plus de 60% de la population mondiale est inactive. Et qu'on fait face à une augmentation de la sédentarité chez les jeunes, aussi une augmentation importante de l'obésité. Et nous pensons que faire bouger les personnes... la couleur verte. Alors normalement, vous avez Move People qui se met en vert. Et de quoi le monde a-t-il le plus besoin se met en vert aussi. Et donc nous pensons que faire bouger les personnes est une solution à de nombreux problèmes pour aider les gens à adopter un mode de vie plus actif et mener une meilleure vie. Dans le domaine du sport, hop, ça aussi, le sport en vert. En quoi sommes-nous les plus qualifiés? Je vais y arriver. Nous pensons être devenus plutôt qualifiés pour concevoir des produits. Decathlon existe depuis 1976. On a créé des marques depuis le milieu des années 90. On a amélioré au fur et à mesure notre expertise sur la conception des produits. Et on pense que on peut faire des produits qui vont répondre à ces pratiques et à l'évolution de ces pratiques dans le futur. Alors maintenant, le petit vert, c'est Wonders. Qu'est-ce qui est humainement faisable? Le sport amène les personnes à vivre des événements et des émotions merveilleuses. Et nous souhaitons nous propager ces bienfaits. Pour cela, nous devons apprendre ce qui est humainement possible, quel que soit le niveau ou la performance à atteindre. Nous devons comprendre comment aider les personnes à se dépasser afin de vivre ces expériences merveilleuses. Donc, nous avons besoin de comprendre comment le sport évolue, comment l'humain évolue dans sa pratique du sport. Et l'enjeu pour Decathlon, c'est alors de concevoir les produits qui répondent à ces évolutions. Et ça, on ne peut pas le faire seul. Et en cela, la recherche partenariale est centrale pour répondre à ce triptyque. Alors, pour construire une collaboration, j'ai sélectionné quelques défis. Et c'est là, au niveau des éléments de langage, on va retrouver un peu la même chose que ce qui a été dit auparavant. La communication, la temporalité, les moyens, l'organisation, le produit, l'environnement, ce sont des défis au niveau de l'entreprise. Et j'ai listé, et c'est pas exhaustif parce que c'est dépendant aussi, c'est contexte dépendant à l'entreprise et aux entreprises. Et je propose aussi et je pense pas que ça va passer en vert. Alors normalement, Action, c'est en vert aussi. Et puis normalement, c'est mieux. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai passé du temps sur cette présentation. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, il y a les actions, et je vais lister aussi les actions, et ce qui est possible de faire pour lever ces différents problèmes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du bourdon avec Sikorsky. Alors, lorsqu'on sort d'une phase d'idéation chez Decathlon, on est super enthousiaste, excité, car on a une pêche d'enfer parce qu'on a fait déjà des phases de workshop. Et puis on sort de là, on pense avoir une super idée, mais on ne sait pas si elle marche. Et à ce stade, tout est possible. Alors, est-ce qu'il sait physiquement voler ou pas ce bourdon? Ça, on ne sait pas, mais on espère qu'il va voler et que ça va être un super produit. Donc, est-ce qu'elle fonctionne ou est-ce qu'elle ne fonctionne pas, cette idée? Alors, quand on évoque notre idée, on partage notre énergie à celui avec qui on veut travailler. On se projette sur ce qui va se passer. Et parfois, quand on communique, ce n'est pas forcément des concepts très clairs. Et surtout, ce n'est pas forcément des concepts cadrés scientifiquement. Et c'est notre job de penser, réfléchir, aller plus loin. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas le même vocabulaire que le partenaire avec qui on veut être. On n'a pas l'historique de ce qui s'est passé au niveau des réflexions. Et donc, ça nous demande, ça ne doit pas être évident pour lui, pour le partenaire en face, de recevoir et de comprendre. Alors, on doit faire un effort, celui de communiquer et puis de nous adapter à cet interlocuteur. Et dans la communication, ça passe par ce que je vous ai dit sur pourquoi nous, on va dans cette direction avec le sens de l'entreprise,
avec tout ce que ça engendre derrière, on doit prendre le temps d'expliquer ça parce que ça fait partie du contexte qui va nous amener à un moment à faire ce workshop et à trouver cette idée qu'on trouvera merveilleuse. Et pourquoi on l'a fait? Alors cette étape de communication-écoute, elle est cruciale et on a besoin d'un accompagnement pour être confronté à nos idées via une critique scientifique constructive, pour éclaircir les concepts, expérimenter, valider et savoir si notre idée fonctionne et savoir si ça va devenir un hélicoptère ou si ça va rester un bourdon. Là, vous voyez, c'est ce qui se passe quand on veut concevoir un produit, quand on part from scratch de l'observation utilisateur. Quand on fait une observation utilisateur sur les personnes qui veulent faire de la plongée, le constat, c'est que soit ils ont peur de respirer, ou c'est inconfortable de respirer avec un masque et un tuba, soit la personne a envie d'avoir une expérience formidable et d'avoir un large champ de vision pour voir mieux en dessous de l'eau. Alors après cette phase d'observation, qui peut être plus ou moins longue déjà, pour aboutir à EasyBreast, vous voyez les chiffres, il y a 7 années de conception, 50 personnes qui ont travaillé sur le projet, une trentaine de prototypes qui ont été faits, et une cinquantaine de tests protocolés qui ont été faits en mer. Vous pouvez facilement imaginer que le processus itératif est énergivore, prend beaucoup de temps pendant ces 7 ans. Alors tous les projets nouveaux ne sont pas comme ça, mais il est certain que nous devons gérer cette temporalité, si possible la réduire, et c'est ce qui peut apporter avec une collaboration avec des personnes extérieures à l'entreprise, c'est anticiper, permettant de planifier, de gérer les étapes, séquencer, afin d'aider à réduire ou à optimiser ces phases d'itération. Là, c'est le casse-tête. Ce casse-tête, c'est quoi? Ça représente les moyens humains et financiers. Alors, le dimensionnement, le cadrage, les ressources, avoir les bonnes personnes au bon moment, tout le temps présentes, un financement approprié qui peut être défini en amont, tout ça, il y a de grandes chances que ça fluctue pendant la vie du projet, en fonction de ce qui va être découvert. Peut-être qu'il va y avoir des freins et ça va compliquer les choses. Peut-être que ça va aller plus vite. Mais tout ça va être bousculé au cours du projet. Et il y a aussi le fait que sur les projets sur plusieurs années, nous sommes une entreprise, on est soumis aux résultats économiques de l'entreprise. Les ressources allouées peuvent alors être diminuées ou augmentées. Ça dépend quand on peut accélérer. Alors une des manières de résoudre ce type de casse-tête, c'est de bien évaluer la complémentarité des parties pour supporter l'ensemble du projet, pour supporter ensemble le projet, être pleinement conscient des risques pris en fonction du montage financier, procéder par petites étapes, c'est possible aussi pour réduire les risques de coupes budgétaires avec des coûts plus faibles, de voir comment comprendre la complémentarité entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée à des produits pour nous. Et ça aussi, c'est un casse-tête. L'entreprise doit savoir aussi évoluer. Elle doit évoluer en fonction des besoins du marché, mais aussi en fonction des forces et faiblesses en interne qui ont été identifiées. Ça peut se produire soit à l'échelle de l'entreprise, soit au niveau d'un département. Et comme une architecture évolutive, elle doit s'orienter soit vers le soleil, soit au niveau du besoin des occupants. Et là, cela demande de la flexibilité pour s'adapter régulièrement. Et cette flexibilité, nous, on l'a subie. Et quand on travaille avec des partenaires, on sait que les partenaires la subissent aussi. Et donc ça demande aussi d'être compréhensif sur ce qui se passe réellement dans la vie d'une entreprise. Notre objectif, c'est de mettre un produit sur le marché. Donc ici à droite, vous avez la KD 900X. On est super fiers de la performance de Méline Rollin lors de son record de France. Elle avait la chaussure au pied, c'est génial. Et ce qui est génial aussi, d'un point de vue R&D, c'est qu'on a créé de la connaissance en biomécanique, au niveau de la physiologie de l'exercice. Et c'est ça qui nous a permis d'aider à la conception des produits pour faire cette première chaussure avec une plaque carbone à l'intérieur. Les objectifs des parties sont identifiés et communiqués dès le début du programme de recherche. C'est très souvent possible de s'entendre pour que chacun des partenaires
puisse valoriser son travail en gérant souvent la temporalité. Si là, par exemple, on est sur le côté mettre un article sur le produit, sur le marché à un moment donné, et gérer et coordonner l'arrivée de la publication scientifique pour que ça se fasse dans un bon temps pour toutes les parties prenantes. Le dernier défi dont je voudrais parler, c'est que les collaborations de recherche, de mon point de vue, c'est peut-être là le cœur qui parle plus, je ne sais pas, va passer immanquablement par la prise en compte de l'évolution de l'environnement de notre planète. Chez Decathlon, l'innovation et la durabilité des produits vont de plus en plus aller de pair. C'est quelque chose qui nous anime au quotidien et nos KPI environnementaux sont calés sur les KPI financiers. Donc c'est quelque chose qui est très impactant pour nous. Ici, vous voyez la Wanshu. Alors j'ai mis un exemple, on en a quelques autres qui sont en cours. Mais ça, c'est une chaussure de marche de randonnée qui est réalisée avec une seule matière, le polyolépine. Alors, vous voyez, je suis pas... Moi, c'est plutôt la biomécanique. Donc une seule matière, c'est génial. Ça veut dire que si on enlève les lacets, si on enlève la semelle intérieure, on peut, après collecte, retransformer cette chaussure, l'ensemble de cette chaussure, et la transformer en palme. Une solution, c'est un premier pas, et il y en a d'autres qui sont dans les bacs chez nous. Alors, ça concerne le produit, ses composants, mais aussi une nouvelle façon d'allonger la durée d'utilisation du produit, en mettant en place des stratégies de réparabilité, de location de produits, etc. Et ça va amener des nouvelles façons aussi de travailler sur d'autres domaines, dans plein de domaines scientifiques, pour mettre en place tous ces circuits de circularité. Alors pour moi, la pérennisation d'une collaboration, elle est essentiellement au niveau de créer la confiance. Alors les facteurs de succès, c'est se comprendre. Très important de construire la première victoire qui soit gagnant-gagnant. Grandir ensemble, ça serait le troisième. C'est-à-dire que comment, au niveau de l'entreprise, on peut s'investir au niveau des formations, au niveau de l'acquisition de nouvelles compétences, des compétences complémentaires, en investissant sur les mêmes outils, les mêmes méthodes de techno, pour se suivre entre partenaires sur les différents domaines de collaboration. Si s'achève mon partage. Je sais, j'ai peut-être explosé le timing, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Ou j'ai été très clair, ou vous êtes timide, ou vous êtes perdu. Oui, Clarisse. Ça, c'est donc il y a d'autres choses. Ça vous est venu pour ce cas-là, c'est le fait, je répète en un mot, le fait de tout faire en une matière. C'est quoi la genèse? Ça paraît tellement évident, et pourtant j'ai l'impression que il n'y a pas tant qui y ont pensé. Alors ça dépend de la fonctionnalité de l'objet, évidemment. Ça vient d'abord, c'est un défi déjà, un défi de se dire, voilà, alors pour un produit chaussure, il y a à peu près 100 composants à l'intérieur. Avec les lacets, les œillets, les différentes pièces plastiques, le VA, les mousses, le caoutchouc. Il y a énormément de pièces dans une chaussure de sport. Pas la même chose qu'une chaussure en cuir. Une chaussure en cuir, c'est 3, 4, 5, 6. Une chaussure de sport, il y a énormément de composants dedans. Donc le défi technique en disant, tout ça, ça pollue. Alors, je vais revenir à la genèse. Non, ce qui motive beaucoup de gens chez Decathlon, c'est l'impact de ce qu'on produit sur l'environnement. À partir de ça, quand ça drive l'ensemble des personnes, quand elles viennent en workshop, elles savent toutes et elles ont envie de faire changer les choses. Ça, c'est un driver, c'est super important. Parce qu'après, c'est des solutions, c'est comment on fait. Et on met les expériences. Donc la genèse, elle est déjà dans cette
dans ce qui est primordial. Ensuite, c'est l'ensemble des défis. Comme je l'ai dit, il y a plein de composants. Il faut dire, tiens, est-ce qu'il existe un composant? Parce qu'à un moment, on ne peut pas dire s'il y en a 2 ou 3. Comme je vous l'ai dit, déjà, on doit enlever les lacets et puis les premières de propreté. Déjà, ça c'était un truc qu'on ne pouvait pas recycler. Donc, qu'est-ce qu'on ne peut pas recycler? Ça, déjà. Maintenant, est-ce qu'il est possible, défi technique, est-ce qu'on peut prendre un matériau et puis faire une seule chaussure? Bon, machin. Puis après, on arrive. Alors, si on arrive à avoir un matériau, si on le recycle, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce que parce que l'idée, ça peut être de faire des terrains de sport. On met des granules, on fait des terrains. J'en ai pas d'autres, mais là, c'est de me dire, on peut faire d'autres articles qui sont monomatières et qui pourraient exploiter ces nouveaux composants. Donc ça dépend d'un schéma, et là c'est plutôt une première parce que on va d'un produit de randonnée pour un produit, je l'ai pas eu, pour un produit qui va dans l'eau. Ça c'est une première. Ça. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à votre réponse, Clarisse, mais c'est voilà. Juste pour prolonger le processus, ça veut dire quand même qu'il faut pouvoir récupérer les chaussures? Alors, on a pour obligation, maintenant, ceux qui produisent les produits vont avoir pour obligation de faire cette circularité. Donc, les directives, je crois, sont arrivées. Je ne suis pas super bon en législation. Et de toute façon, oui, ça nécessite de faire une collecte. Et alors je dis souvent, quand on accueille des groupes, on maîtrise, chez Decathlon, l'enseigne, maîtriser, ça ne veut pas dire qu'on sait tout faire, mais on maîtrise toute la chaîne qui va de l'idée jusqu'à la mise en magasin. Maintenant, je lève les bras. Maintenant, le challenge, ça va de faire la boucle. C'est-à-dire, quand on l'a vendu en magasin et qu'il a vécu, cette boucle-là, de l'idéation, comment on fait cette boucle de circularité? Donc avant, c'était plutôt linéaire, maintenant, on va être dans une boucle circulaire. Vous le retrouvez, petit teasing, parce que vous avez vu le nouveau logo qui est sorti il y a 2 jours. Ça a été sorti donc il y a 2 jours, communiqué. Et dedans, cette boucle, c'est une boucle de circularité. En fait, elle représente l'enjeu de demain sur la circularité et le lien avec la nature et l'environnement. Oui, je vais juste changer un tout petit peu d'angle d'attaque, mais peut-être que Guillaume en parlera après. Dans votre travail, qu'attendez-vous du scientifique et comment travaillez-vous avec le sportif? Ça va faire partie de la presse de Guillaume. Et après, je laisse présenter, après je répondrai à sa question après après sa présentation. Non. C'est alors reculer pour mieux sauter ou bien teasing. Oui, bonjour. Alors, bonjour. Merci pour la présentation. C'est un peu la même question. C'est quel type de partenariat vous avez avec le monde académique? Est-ce que vous avez quand même un centre de recherche, des labos? Vous avez une expertise interne? Donc, savoir un peu comment c'était organisé. Le type de collaboration, CIFRE, collaboration universitaire, des appels à projets en commun avec des académies. Mais peut-être que ça sera traité après. C'était la même question? C'était le même organisation? Pas tout à fait. Plus au niveau organisation. Alors, on a un ensemble de compétences scientifiques et d'experts qui sont au sein de Decathlon, au niveau corps humain et au niveau aussi des matériaux. Un ensemble, 850 ingénieurs, et dedans on parle d'ingénieurs composants, ingénieurs méthode, ingénieurs produits, ingénieurs recherche et développement corps au sport. Un ensemble donc d'experts. Lorsque on n'a pas la compétence en interne, on réfléchit, c'est la question, c'est est-ce qu'on veut l'incorporer et la maîtriser en interne, ou bien est-ce qu'il n'est pas mieux de faire des partenariats et de travailler avec d'autres. Donc ça fait partie de notre stratégie en interne, donc il n'y a pas de règles. Et on fait aussi des thèses, des thèses CIFRE, et on en a même au niveau juridique. Ça peut être dans différents niveaux, au niveau ingénierie, au niveau juridique et environnemental. Moi j'aime bien celle-là, elle est chouette. Mais
Donc on a plusieurs, après le nombre de tests CIFRE au sein de Decathlon, je l'ai pas, j'ai pas le chiffre en tête. On en a quelques-unes. Et ça fait partie aussi, on accueille beaucoup de niveau licence, maîtrise, première année, deuxième année, master, pour accueillir au niveau formation. Oui, on en a beaucoup. Ou des apprentis, ou enfin beaucoup de formats. Et c'est très riche, parce que ça nous fait nous poser des questions, et ça nous fait aussi grandir. Merci. Il y a eu un point vert. Donc bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord merci beaucoup à la NRT, au comité de pilotage pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de pouvoir présenter à double voix avec Nils un petit peu la trajectoire qu'on a eue ces dernières années. Et en écoutant Antoine Petit tout à l'heure, en fait, je me suis dit qu'il nous avait volé nos praises. Parce qu'en fait, les mots-clés étaient exactement les mêmes, et vous allez voir que en fait, la présentation va simplement concrétiser un petit peu, donner des exemples un peu sur ces mots-clés-là. Donc pour répondre à la question de comment se construisent les relations entre la recherche, le monde socio-économique et puis, alors si possible, les fédérations sportives, en fait, la première réponse que je pourrais amener, c'est avec du temps. Et donc, nous, l'histoire avec Decathlon, elle a commencé en 2006, comme souvent avec des entreprises, par des prestations de services. Et puis ensuite, il y a deux personnes que sont Éric Berton et puis Philippe Fréchat. Donc Éric qui est toujours d'ailleurs professeur à Aix-Marseille Université, et Philippe Fréchat qui était responsable du service R&D chez Decathlon, qui ont commencé à discuter pour créer une chaire. Qu'est-ce que c'était une chaire? C'était en gros un projet de recherche pluriannuel qui associait aussi de la formation. Et cette première chaire, elle était supportée par un FUI, donc ça permet de répondre en partie aux aspects qui étaient évoqués sur le financement. Et puis, de cette première chaire, 3 autres ont suivi, supportés alors sur des ressources propres de Decathlon, avec du CIR au milieu évidemment. Et à chaque fois, en fait, chacune des chaires reposait sur un programme de recherche spécifique qui pouvait évoluer du coup d'une chaire à l'autre, des livrables spécifiques aussi, et l'ensemble, à la fois le programme et les livrables, étaient co-construits entre Decathlon et nous. Donc il y a une phase d'échange et de discussion préalable pour mettre en place cet aspect-là. Et alors, dit comme ça paraît linéaire, mais ça l'est pas forcément, et vous verrez ensuite que la partie discussion, écoute et on va dire relation et discussion entre les partenaires a été primordiale. Et au final, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on est parti d'une prestation de service. Alors, pour la petite histoire, on était dans une école à Salange pendant des vacances avec des outils où voilà, on était... Notre participant était plein de fils. Et puis, à la fin de la dernière chaire, on est arrivé à mettre en place en magasin une preuve de concept, un POC directement issu de la recherche fondamentale. Et l'idée, c'était de pouvoir conseiller aux clients la meilleure chaussure pour son style de course et les performances qui le motivaient. Donc vous voyez un petit peu toute la démarche qui a été réalisée. Et en fait, cette démarche-là, elle est fortement basée sur une histoire de confiance. Et quand on regarde un petit peu l'évolution de la confiance dans la relation au niveau de notre partenariat avec Decathlon, au début, c'est ce que disait Nils, c'est-à-dire que rapidement, ça a bien fonctionné. Puis il y a eu un petit trou d'air au milieu. Il a fallu beaucoup discuter, on a pas mal échangé, on a recadré un peu les choses, alors gentiment mais fermement, et puis le recadrage était des deux côtés, donc là-dessus il n'y avait pas de problème pour en discuter, on avait des choses à se dire, de manière à ce qu'au fur et à mesure ça puisse se relancer et reprogresser. Et en fait,
pourquoi il y a eu ces trous d'air et pourquoi c'était un petit peu compliqué? Tout simplement parce que au bout d'un moment, quand Decathlon a investi des ressources propres, ça consiste à prendre des risques pour eux. Mais en tant que chercheur, alors on n'a pas les mêmes critères d'évaluation, mais on prend aussi des risques. Et tout à l'heure, Antoine Petit disait il y a une partie recherche fondamentale et puis une partie recherche appliquée. Et effectivement, pour certains chercheurs, encore, le fait de faire de la recherche appliquée, ça consiste à prendre un risque. Et en fait, l'idée, on va dire la thématique globale, c'est de prendre des risques à deux, puisque c'est un partenariat, mais pour innover indépendamment, chacun de son côté, et chacun suivant ses propres critères d'analyse. Donc au bout d'un moment, il faut se jeter à l'eau. Par contre, c'est pas le même bain, puisque chacun a ses critères d'analyse. Donc chacun se jette à l'eau en même temps, mais pas dans le même bain, et l'objectif, c'est d'aller au même endroit. Puisqu'au final, il faut quand même qu'on soit gagnant-gagnant et que la connaissance qui soit produite au niveau recherche fondamentale puisse être appliquée en termes de produits ou en termes de services au niveau du partenaire. Et donc, pour arriver à aller au même endroit, malgré le fait qu'on ne soit pas parti du même bain, il faut que les visions et les stratégies de chacun, qui peuvent être évolutives, hein, Nils, ça en a très bien parlé, on a eu pas mal de directeurs R&D successifs au niveau de Decathlon qui se sont succédés. Côté université, il y a aussi pas mal de choses qui peuvent se passer. Néanmoins, si les visions et les stratégies de chacun et les attentes aussi de chacun sont partagées, ça permet de mieux se comprendre et ça permet d'être d'accord et raccord sur là où on veut aller. Et au global, en fait, la philosophie générale qui a été développée, c'est celle de l'art du consensus. Et en particulier, entre une recherche qui peut être très fondamentale et une recherche qui peut être très appliquée. Sur la première chaire, si on prend l'exemple d'un balancier, sur la première chaire, on était sur un axe qui était très très fondamental. On a développé dans le cadre de cette chaire un modèle de pied spécifique qui nous permet encore aujourd'hui de faire des publis fondamentales. Donc c'était quelque chose qui était hyper intéressant, mais qui a eu beaucoup de mal à trouver preneur et à s'intégrer dans le processus R&D chez Decathlon. Alors en bon mécanicien ou biomécanicien, hein, le balancier est allé de l'autre côté sur la deuxième chaire, on a fait de l'appliqué. Et là, le chercheur et les chercheurs qui étaient impliqués au niveau du labo ont été un peu frustrés. Et donc, sur les chaires suivantes, on a essayé de trouver un équilibre optimal et d'être, on va dire, sur un sweet spot entre le fondamental et l'appliqué. Et en particulier, on a essayé de trouver ce qu'on pouvait faire qui relie le laboratoire et puis le terrain. Parce que le laboratoire, quelque part, entre guillemets, même si c'est de moins en moins vrai, mais le laboratoire, c'est le terrain de jeu du chercheur, parce qu'on maîtrise l'ensemble des conditions, on est en confiance sur ce terrain-là. Et puis, le terrain, c'est la zone d'utilisation des produits ou de réalisation de la performance. Et donc, il faut être capable d'en tenir compte aussi. Donc prendre des risques à deux, qu'est-ce que ça, concrètement, à quoi ça correspond de notre côté avec l'expérience qu'on a sur la chaire? En fait, ça nous a amené à questionner la manière dont on voyait l'interaction entre le sportif et le matériel. Et en particulier, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti d'études où on analysait les réponses moyennes des groupes pour aller jusqu'à des études où, cette fois-ci, on est beaucoup plus centré sur l'individu. Alors, il n'y a pas de bien ou de moins bien, hein. C'est juste la démarche qu'on a eue et les analyses qu'on met en place et les protocoles qu'on met en place permettent de répondre à des questions différentes. Et là, la question qu'on se pose, c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on peut conseiller un produit spécifique à un individu donné, de manière à ce qu'il soit le plus intéressant ou on va dire le plus efficace pour lui. Alors pour faire ça, ça nous a demandé de développer des nouvelles méthodes stats, des nouveaux protocoles aussi, qui nous ont amenés à regarder les données de manière un petit peu différente et en particulier à essayer, au lieu de faire des clusterings ou des sous-groupes à l'intérieur de nos groupes de participants, à essayer plutôt de rassembler les individus autour de ceux qui répondaient de la même manière.
Et l'idée derrière, c'est d'aller vers des interventions qui soient coureurs spécifiques, donc au niveau de l'individu. Et là, vous voyez qu'en fait, on est très très proche de quelque chose qui est beaucoup plus intéressant au niveau des fédérations ou au niveau du sportif de haut, voire très haut niveau. C'est qu'en fait, on a des questionnements fondamentaux avec du développement fondamental derrière et des publications fondamentales qui sont directement mises en relation ou mises en test au niveau de l'industriel. Et puis, ces outils-là, très récemment, et dans le cadre d'un stage de M2 en ce moment, ils sont mis en test au niveau de la Fédération française de cyclisme sur des tests ergonomiques, justement pour essayer de diffuser et de pouvoir continuer à produire de la connaissance et appliquer cette connaissance sur le terrain, à la fois au niveau du monde socio-économique, mais aussi au niveau des fédérations. Donc pour terminer, ça a été une longue histoire puisqu'elle a commencé en 2006 et sur les 2 premières chaires, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On avait 2 personnes qui étaient présentes, qui étaient extérieures, mais qui en même temps avaient un droit de regard sur l'ensemble des résultats et pouvaient nous titiller, parfois fortement. Ces 2 personnes, c'était Jacques Pantaloni et Victor Sanchez. Victor Sanchez, c'est peut-être une mémoire que les gens connaissent ici, enfin un nom que les gens connaissent ici, puisqu'il a été directeur du SPI pendant longtemps au niveau du CNRS. Voilà, et donc j'ai modestement emprunté cette phrase à Newton en disant en fait si on en est là maintenant, c'est simplement parce que avant nous il y en a d'autres qui ont pavé la voie. Alors on débroussaille, on essaye de faire un petit peu des choses derrière, mais en fait c'est une longue histoire à laquelle on contribue. Merci beaucoup. Alors, une question rapidement. Ah bon. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la construction du contrat de collaboration de recherche, parce que vous avez évoqué le caractère confiance, win-win, trou d'air, se comprendre, des chemins différents, bon, etc. Et c'est vrai que nous qui baignons au cœur de plus de 6000 contrats de collaboration en stock, c'est-à-dire rien que l'image en ce moment, il y a 8 chiffres, j'ai demandé, et 12 qui viennent de se conclure. Donc c'est à peu près, voilà, vous avez les chiffres en direct. Et donc je voudrais savoir comment vous faites pour les contrats de collaboration tous les deux. Est-ce que vous avez aucun problème ? Est-ce que vous avez aucun problème quand ce sont les chercheurs qui se parlent, parce que eux, globalement, ils se comprennent, même si les parcours sont pas les mêmes, il y a cette passion, cette connaissance, ce vocabulaire commun. Et en sous-jacent, est-ce qu'en fait, ils sont suffisamment équipés pour porter la stratégie de l'entreprise ou de l'institution, pour éviter que quand les juristes, les décideurs s'en mêlent, ça s'aggrave. J'espère être clair, et c'est vraiment un sujet sur lequel je vais travailler en 2024, donc on pourra se revoir sur le sujet. Alors, mais merci pour la question, c'est une très bonne question. En fait, on fonctionne sous un format de contrat cadre qu'on a, j'espère qu'il n'y a pas de juriste dans la salle, qu'on a coécrit, avec de gros guillemets, sur la première chaire. Petite anecdote, sur la première chaire, on s'est battu pendant 2 mois pour une virgule. Oui, ça avait pris du temps, mais voilà, la rédaction du premier contrat cadre a été très très longue. Et en fait, elle nous a fait grandir, je pense, des 2 côtés. Alors nous, au niveau Aix-Marseille Université, on a une société dédiée qui s'appelle Protis Valor, qui gère tous nos contrats avec ce que j'appelle la vraie vie, c'est-à-dire le monde socio-économique, et qui nous permet, qui est équipé de juristes, et qui nous permet de nous affranchir, entre guillemets, de ces aspects-là, et avec qui maintenant on a des très très bonnes relations, et qu'on voit régulièrement, et qui nous contactent et qui nous demandent de temps en temps nos avis ou notre expérience sur la manière dont eux fonctionnent, et comment est-ce qu'on
pense que ça pourrait être amélioré ou quels sont les points à améliorer. Ou quels sont les points qui vont très bien aussi d'ailleurs. Voilà. Et maintenant, on n'est plus sur des... Du coup, le contrat cadre est posé, donc on le réutilise régulièrement, on le relit et on regarde s'il y a des choses à modifier. Mais disons que voilà, il y a 90-95% du contrat qui reste identique et sur lequel on s'appuie pour continuer. Alors ça dépend. Des fois, c'est une nouvelle signature et des fois, c'est des avenants. Ça dépend. Côté juridique, parce que il y a eu... et c'est super important qu'il soit dans le juriste, soit dans un mode d'accompagnement et de facilitation. Peut-être que je vais peut-être... n'a pas, c'est sûr. C'est normal, il y a deux parties et chacune des parties a chose à faire valoir. Donc, économie d'entreprise et puis il y a le mode économique de l'université aussi, ou de labo. À partir du moment où les juristes sont dans un mode de construction gagnant-gagnant et à partir du moment où les juristes sont dans un mode de construction gagnant-gagnant pour faciliter les vrais partenaires, le chercheur universitaire, l'ingénieur en entreprise, ça va super bien se dérouler en fait. Et je pense qu'on a vécu sur ces 10 années le passage de la confrontation au tout début à le fait de se dire ok, on va trouver des solutions, défendre des positions à trouver des solutions. C'est ça que j'ai vécu, et aussi bien des juristes chez vous que chez nous. Donc il y a aussi des modes au fur et à mesure qui se construisent pour voir c'est quoi le côté gagnant-gagnant. Ça... Voilà. Après, je peux le dire, il y a avec d'autres que je ne citerai pas, il y avait des juristes, c'était extrêmement compliqué et on n'a rien fait. On avait une très bonne entente entre chercheurs et ingénieurs. On n'a rien fait parce que c'était pas possible juridiquement de trouver des solutions. Juste une petite remarque que je peux faire en tant que chercheur aussi qui travaille avec des industriels et en tant que aussi responsable d'un Carnot, c'est qu'il ne faut pas hésiter pour les chercheurs de aussi, effectivement ce que tu sous-entendais Guillaume, de montrer à nos juristes, donc de faire un retour à nos juristes comme quoi on a gagné, nous, en tant que labo ou en tant qu'université, à travailler avec cette entreprise. Parce qu'en fait, c'est ce que tu disais Niels, au bout d'un moment, ça pose moins de problèmes parce que finalement, AMU et Decathlon sont convaincus que globalement, les premières années ont été intéressantes. Et quand l'université elle-même considère que les choses sont intéressantes, même les juristes, ils se disent globalement, on est en train de faire des choses qui seront valorisables, qui seront valorisées, et on viendra nous féliciter. Donc il faut vraiment que les chercheurs pensent aussi à faire remonter aux juristes ou à leur université qu'effectivement, ce contrat est aussi quelque chose de positif pour l'universitaire qu'ils sont. Je pense que ça, c'est toujours des choses qu'on a tendance à oublier de faire. Oui, complètement. Et puis, quand on parle de positivité, moi, je suis enseignant-chercheur et pour moi, la formation, c'est une partie des retombées positives. Et donc, voilà, quand on invite Niels sur des conseils de perfectionnement, quand il intervient en cours, quand il prend des stagiaires de Master 1, Master 2 et en thèse de CIFRE, voilà, ça fait partie en gros, de l'efficacité et de la positivité au niveau du boulot d'enseignant-chercheur, complètement. Bien, une dernière question et après, vous reviendrez à la fin du colloque. Pour vous, quels sont les paramètres qui favorisent la conversion de formats courts de collaboration vers des formats longs comme des chaires? C'est pas forcément évident de passer d'une prestation à une chaire tout de suite. Donc là, il y a peut-être un environnement particulier, mais généralement, quels sont les paramètres qui favorisent ces conversions en format long? C'est compliqué. C'est compliqué comme question. Pour être complètement honnête, j'avais essayé de commencer par ça, au niveau de la presse, et puis je me suis dit que ça allait pas le faire. C'est compliqué parce qu'il y a une part de chance. Alors, la citation, c'est « la chance favorise les esprits préparés ». Ok, néanmoins, il y a quand même un aspect de chance qui fait qu'à un certain moment, tout se combine et les planètes s'alignent pour qu'il y ait quelque chose qui puisse démarrer. Et puis après, il y a un aspect aussi
pas forcément apparent ici, mais qui a beaucoup été le cas entre la deuxième et la troisième chaire, qui est un aspect d'arriver de la part du chercheur, à aller convaincre l'industriel de qu'est-ce qu'il pourra en tirer sans se mettre à la place de l'industriel. Et c'est là où c'est vraiment compliqué parce que Niels l'a très bien évoqué. Les attentes et les points clés de suivi et d'évaluation sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Alors, de plus en plus de responsables de R&D ont fait des thèses ou ont suivi un cursus universitaire, donc ils connaissent le monde académique. Mais alors moi, personnellement, j'ai jamais travaillé en entreprise, donc je connais pas le monde de l'entreprise. Et en tout cas, je connais Decathlon à travers les relations qu'on a, mais voilà, je connais pas vraiment l'entreprise. Donc c'est compliqué de se mettre à la place des gens de l'entreprise. Et en même temps, de temps en temps, il faut le faire, et ça a été le cas sur la dernière chaire, le côté individuel. Decathlon, la première fois où on en a parlé, ça a été reçu timidement, on va dire. Et puis, j'ai continué. Oui, ça dépend de qui, c'est vrai. Ça dépend de qui. Voilà, mais au bout d'un moment, il y a aussi un aspect collégial au niveau des départements R&D, parce que c'est l'engagement de ressources, et donc si le responsable de la R&D ou les chefs de projet derrière sont pas forcément d'accord, ben, ça va pas y aller. Donc il y a aussi un aspect travail au corps, entre guillemets, pour arriver à laisser penser que l'idée qu'on a, même si on n'est pas certain qu'elle se réalise, et c'est ça qui est compliqué, et qu'on soit capable d'arriver au bout, que l'idée qu'on a est la bonne et va donner de l'avance à l'entreprise. Et ça, c'est compliqué. Et d'ailleurs, une petite parenthèse par rapport à ça, il y a quelques années, voire dizaines d'années, on avait tendance à vendre à l'entreprise quelque chose qui était déjà dans les tiroirs au niveau du labo. Ça marche plus. C'est-à-dire, les entreprises, elles sont capables de lire des papiers, elles ont accès à des revues scientifiques, elles ont des chercheurs dans les services R&D, donc on peut plus, entre guillemets, et refourguer des choses qu'on a déjà faites. Il faut innover et il faut être capable d'avoir la bonne idée. Et il faut être capable de la porter et de convaincre tout le monde, dans l'entreprise et dans le labo, que cette idée-là, elle va être porteuse pendant plusieurs années. Voilà, mais c'est pas facile. Je vais compléter sur un truc. C'est parce que j'avais la même idée avec Guillaume de faire concrètement, mais en fait, c'est du cas par cas. Oh, je suis encore trop loin. C'est beaucoup de cas par cas parce que ça se ressemble pas d'année en année ou de collaboration en collaboration. Quand je montre l'immeuble qui évolue et qui s'adapte, c'est tous les ans ça change. Du point de vue d'une entreprise, ça peut changer. Donc c'est extrêmement compliqué de répondre à la question. Et il y en a un qui me vient vraiment, c'est qu'à un moment, c'est pour passer de la prestation à la collaboration, là, c'est d'évaluer les forces en présence, en fait, d'être vraiment transparent, serein, sur se dire, ben vous êtes fort là-dedans, nous on est fort là-dedans, on est d'accord qu'on est complémentaires. Et donc ça c'est dans la prestation, on peut apprendre ça. Ça, si ça marche, si on arrive à bien évaluer les forces en présence et la complémentarité, alors on passe en mode collaboration. Si on n'arrive pas à le faire dès le début. Pour prolonger cet aspect, comment est-ce que vous gérez finalement, je dirais, la notion de la prise de risque et celle de l'échec possible? Comment est-ce que vous faites pour l'estimer ou le faire évoluer? Enfin, je sais pas. Voilà, comment est-ce qu'on prend en compte cette dimension-là, qui évidemment, surtout si en plus les labos maintenant ne sont plus dans des choses qui sont déjà dans les tiroirs, mais dans de la nouveauté, ben forcément la prise de risque est plus grande. Alors, on a évolué sur le mode de pilotage et le mode d'interaction qu'on a eu. Au début, on avait des points qui étaient, pour répondre très concrètement, on avait des points qui étaient tous les 3-4 mois. Et entre-temps, chacun faisait sa vie. Et voilà. Là, sur les derniers exemples qu'on a, on avait des points qui étaient quasiment toutes les semaines.
sur lesquels on échangeait fortement et où en fait on était aussi transparent sur les difficultés qui étaient présentes. Et alors, quand ça marchait pas, ce qui arrive très régulièrement quand on prend des risques, l'idée c'était plutôt de dire ok, voilà ce qu'on a essayé, ça n'a pas marché, et voilà quelle solution on a et qu'on pourrait tenter. Et au final, c'est peut-être un point qui est hyper important, c'est de rester ouvert. Parce que le côté analyse individuelle, en fait, qu'est-ce qui a permis à un moment, on est arrivé à un verrou. C'est le côté un peu système dynamique, ça. On est arrivé à un verrou, on sentait que ça fluctuait et il y a une transition de phase qui allait arriver. On savait pas de quel côté elle allait tomber. Et en fait, à un congrès de l'ACAPS, il y a une presse qui est arrivée et en fait, on était dans la salle avec les gens du projet et quand on est sorti de la presse, on s'est dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Et donc, l'aspect curiosité et l'aspect sincérité, en fait, ça nous a permis de basculer au-dessus des échecs ou des points un petit peu durs. Voilà.